Le lendemain, Hal rappelle Laetitia, et il est coaché par les forces de l'ordre pour essayer d'obtenir la vérité. Hal ne sait pas où se trouve Laetitia, et Laetitia ne veut pas que les enquêteurs le sachent. Lors de cet appel, elle donne une 4e version aux événements. Elle explique qu'elle et Gannon se trouvaient près de County Line Road et de la route 105 le 27 février. Gannon faisait du vélo, est tombé, s'est cogné la tête et a été enlevé par Quincy Brown. Il a bon dos, le Quincy. Le 15 février, un morceau de panneau d'aggloméré ayant des traces de sang est retrouvé dans une zone proche de l'endroit suspect où Laetitia s'est rendue 2 fois. Le sang est testé et il est révélé que c'est bien celui de Gannon. Les enquêteurs pensent que Laetitia a utilisé le panneau d'aggloméré pour se débarrasser du corps de Gannon. À 10h04, nouvel appel enregistré entre Hal et Laetitia. Laetitia dit à Hal que l'histoire de Gannon tombant de son vélo était un mensonge car elle pensait que c'était ce qu'il voulait entendre. Cette femme est folle. Dans la soirée, Laetitia appelle Hal. Elle affirme être enceinte de 5 semaines. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Laetitia a essayé d'acheter de faux résultats de tests polygraphiques le 29 janvier, 2 jours après la disparition de Gannon? Elle a répondu aux questions et a payé sa commande. Mais problème, elle n'a toujours rien reçu. Le 18 février, elle les appelle et l'homme au bout du fil lui explique que son rapport a été bloqué par la direction en raison des questions qu'elle souhaitait voir figurer dans le test. Selon lui, l'entreprise a le droit de ne pas satisfaire une commande de test si ce dernier fait allusion à des activités illégales. Laetitia lui demande, je cite, « Que faites-vous maintenant? Vous supprimez le rapport, vous continuez votre vie et vous gardez l'argent ?» L'homme répond par l'affirmative. Le 21 février à 13h44, Hal et Laetitia s'appellent. À ce stade, le FBI sait qu'elle se trouve en Caroline du Sud. Pendant cet appel, Laetitia donne une nouvelle version de la disparition de Gannon où elle raconte qu'une femme qui semblait enceinte lui a demandé de l'aide. Laetitia a accepté de la conduire où elle avait besoin, mais quand elle est montée dans sa voiture, elle transportait en fait des tonnes d'argent dans son ventre et était impliquée dans le crime organisé. Cette femme aurait enlevé Gannon. Le 28 février, un mandat d'arrêt contre Laetitia Stauch est signé. Le 2 mars 2020, toujours à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, Laetitia dépose Harley dans un bureau de recrutement pour un entretien. Alors qu'elle s'éloigne, elle est arrêtée par les forces de l'ordre et mise en examen dans le meurtre de Gannon Jacob Stauch. Elle est reconduite au commissariat où elle participe à un autre interrogatoire avec le FBI. Gannon is alive, okay, and I can help you. Okay, great. But see, here's the problem. When I reached out to people about getting help, I said, hey, I need someone who's going to help me to help you guys. I couldn't get that from anyone at all. We are happy to help you. Okay, so I understand you might say you have, like, whatever evidence that you might say you have, but that's not a case. I did not hurt my child, okay? So if someone truly took Gannon, though, we need to know the real story because you put out quite a few different stories. Because of him not ever, like, being, like, supportive, and I tried originally to talk to him when he first got there, that was the only reason I said those things to him, was just because I was out of anger and out of, like, hurt and not being able to have, like, support. It was nothing to do with, like I'm sitting here going to tell you these stories. That was just anger, stupidity, I still don't understand, Letitia. The thing I don't understand is you're a good person. Mm-hmm. If you're a good person, why would you not trade your life for Gannon's? I do. I want to trade my life for Gannon's, but what you have to also understand is not just my life. But how can you be so afraid of one person? Because of any actions that could be taken to lead up to why you may know this person or why you might not know. Is he law enforcement? Okay. Or something that has more power than you would think? Sir, I want to help, but I need protection. We have cameras for that whole place, and we don't see you meet with anybody. Well, can you, like, show me that so that I can show you what direction? Your argument isn't going to work, Letitia. Argument about what? Your argument that somebody took him. You're not going to be able to tell that story. Okay. If you help us today, find out where Gannon is, if you because I have 100% confidence that you can tell me exactly where you last left Gannon. Okay. Now you're accusing me. I'm just telling you what the research shows, what our investigation shows. I'm glad that you have research, though. So.
It will look much better for you. I didn't do anything. So what do you want me to look better at? I didn't do anything. Are you going to tell me right now that the last place you saw Gannon is really him getting into an Impala? Sir, I'm not going to say anything because you're not trying to help me. I did not hurt, endanger, kill, do anything wrong to Gannon. I did not. But for someone who has no reason whatsoever to hurt him, no motive, has everything she wanted in life. Why? Because you want it just like everyone else want it to be me. So that way, I don't care if that it's you way or not. y'all can just go ahead and be the hero and all these things. I do not get paid one extra dime if it's you. I don't get paid anything else to find Gannon. Sir, it's just our phone. It's not me. I'm talking about why would you act like this when there's a boy out there? I want Gannon home. Then tell me how to do it. I want to help you. I don't know. I don't. But see, that's where easy questions should be easy to answer. I just said I don't know. That's an easy answer. The easy answer is tell me the very last time you laid eyes on him. Where was he? Was he laying down? Was he standing up? Was he sitting? Was he walking to a car? Where was... Give me your very last image of Gannon. That's an easy question. You have to remember your last image of Gannon. Leticia, what was he doing? Why would you not answer that? Because I've given you answers. No, you haven't told me exactly what you saw when you saw him for the very last time. You know, I wish I could see in your head right now. Your very last image is there, but you won't tell me. Why won't you tell me? Because it's nothing bad to Well, then tell me. If it's nothing bad, you would tell me. What's your last image of Gannon? Sir, I don't have any bad images of Gannon. I didn't say it was bad. I don't have any. What's the very last picture of seeing Gannon alive, or not alive, that you have in your brain? He is alive. I'm not going to say Then tell me the last time you saw him. Leticia, all that stuff you said earlier. Okay. Being a good person, you didn't hurt him, you didn't do all this. I'm repeating it back to you. Why could you not tell me then? If all that is true, you know the last time you saw him. What would that hurt to tell me? What's going to come out? That you didn't tell the FBI who took Gannon, if that's your deal? How is that going to shock everybody? Okay. Okay, sir. Gannon was fine. Gannon, nothing was wrong with him. Gannon was happy. Gannon is my favorite stepchild. Après cet entretien, Leticia est extradée vers le Colorado pour y être jugée, mais non sans se battre. Elle a fait la une des journaux nationaux pour s'être libérée de ses menottes et avoir attaqué l'agente assise à côté d'elle. Son arme de prédilection ? Une canette de boisson Monster Energy non ouverte. Le groupe de voyageurs s'arrête au Kansas, où Leticia passe plusieurs heures en prison pendant que son escorte reçoit des soins médicaux. Elle est de retour au Colorado le 5 mars. Al demande immédiatement le divorce. Le 11 mars, Leticia est formellement accusée de meurtre au premier degré dans une salle d'audience du comté d'El Paso. Les jours passent. Nous sommes le 17 mars 2020. Le pont Escambilla, à Pensacola, en Floride, doit être inspecté tous les 2 ans. C'est chose faite ce 17 mars, mais quelque chose attire l'œil des 2 inspecteurs du département des transports de Floride. Une valise abandonnée, fermée. Par curiosité, ils décident de l'ouvrir. Vous vous en doutez, ce qu'ils découvrent est effroyable. À l'intérieur de cette valise, enveloppée dans des couvertures, se trouvent les restes de Gannon. Le lendemain, une autopsie est pratiquée. On découvre qu'il a été blessé par des objets contondants, qu'il présente 18 coupures et coups de couteau sur la poitrine et dans le dos, qu'il souffre d'une fracture du crâne et qu'il a reçu une balle dans la mâchoire. Il présente également des blessures défensives sur les bras et les jambes.
Son organisme contient de l'hydrocodone, un médicament délivré sous ordonnance utilisé pour soigner la toux sèche, mais qui peut provoquer somnolence et étourdissement, et du paracétamol. Un examen plus approfondi de la balle permet de remonter jusqu'au pistolet de 9 mm retrouvé dans la résidence des Stauch, celui sur lequel se trouve l'ADN de Laetitia. Et pour rappel, Pensacola était l'une des étapes du voyage en voiture avec Harley un mois plus tôt. Laetitia attend son procès, mais commence à montrer des signes d'instabilité mentale tels que la paranoïa, des hallucinations, etc. Elle est donc soumise à une évaluation de santé mentale. Bien que Laetitia ait subi de graves abus dans son enfance, ce qui peut potentiellement causer un traumatisme et affecter son comportement, elle est jugée apte à subir un procès. Néanmoins, elle plaide non coupable en février 2022 pour cause d'aliénation mentale et affirme qu'elle souffre d'un trouble dissociatif de l'identité dû à des abus sexuels subis pendant l'enfance. La procédure judiciaire est retardée tout au long de la pandémie de Covid et le procès commence finalement 3 ans plus tard, le 3 avril 2023. L'État dispose de plus de 1000 pages de documents, de 36 témoins et d'un grand nombre de séquences vidéo, d'appels téléphoniques et d'autres preuves. Le procureur Michael Allen déclare, je cite, « Elle a pris le corps ensanglanté et brisé de Gannon, ainsi que les couvertures et les oreillers qui étaient avec lui, et les a mis dans une valise. » Il fait valoir que les mesures prises par Madame Stauch pour dissimuler ses actes prouvent qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal et qu'elle était donc saine d'esprit. Il dit, je cite, « Elle a nettoyé le sang dans la chambre de Gannon, déplacé son corps dans différents endroits pour le cacher avant de le jeter comme un déchet dans une rivière qui se jette dans le golfe du Mexique dans l'espoir qu'il ne soit jamais retrouvé. » Il continue. Madame Stauch a également menti aux enquêteurs à plusieurs reprises pour tenter d'entraver leur enquête. Elle a changé de nombreuses fois de version. Toutes ces actions ont été délibérément conçues pour se distancer de ce qu'elle a fait. Malgré tout, la défense tente de convaincre le jury que Laetitia était, je cite, « en pleine crise psychotique au moment des crimes commis ». L'avocat de la défense, Will Cook, déclare que les détails horribles de cette affaire, notamment la façon dont Gannon a été tué et l'absence de mobile, sont la preuve que l'accusée était folle parce que tout cela n'a pas de sens. Ce sont les signes et les preuves d'un esprit, d'une âme qui sont brisés de la manière la plus fondamentale et la plus profonde, affirme-t-il. Cook suggère que Laetitia a développé un trouble dissociatif de l'identité à la suite des abus physiques, émotionnels et sexuels qu'elle a subis pendant son enfance de la part de nombreux partenaires de sa mère absente, dormant parfois dans une voiture dans l'allée pour échapper à ces abus. Le seul témoin de la défense est une docteure en psychologie dont les travaux et le sérieux sont controversés. Elle déclare qu'elle pense que Laetitia a des personnalités différentes et que d'ailleurs, lors de ses entretiens avec l'accusée, elle se souvient avoir rencontré une personne appelée Maria. Pour finir, Cook affirme, je cite, « Elle s'est brisée ce jour-là. Elle a rompu avec tout ce qu'elle avait de juste et de logique en elle. » Il admet ensuite que l'accusée avait bien commis le crime, mais qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. La personne qu'elle attaquait n'était pas Gannon, elle tuait les démons de sa vie, les sombres profondeurs de son enfance, poursuit-il. Laetitia Stauch plaide coupable, donc reconnaît être l'auteur du crime dont elle est accusée, mais elle n'a jamais avoué quand ni comment elle avait tué Gannon. D'après l'enquête, voici le déroulé des faits. Laetitia n'est pas heureuse dans sa vie de femme au foyer qui doit s'occuper des 2 jeunes enfants de son mari qu'elle n'aime apparemment pas plus que ça. Les enfants, hein, pas le mari, quoique. Elle se sent coincée dans une situation utilisée comme une babysitter gratuite. Le 26 janvier, Gannon fait tomber la bougie sur le canapé et la moquette et c'en fut trop pour Laetitia. Elle n'a pas demandé cette vie, elle n'est même pas payée pour gérer ses désagréments. Elle est sûrement furieuse et dispute violemment Gannon qui part dans sa chambre. Pour une raison que l'on ignore, elle prend en vidéo le moment où elle va tourmenter le pauvre garçon, qui est manifestement apeuré et qui pleure, pour lui demander ce qu'ils vont devoir vendre pour payer les réparations de sa bêtise. Dans la nuit, elle prétend que Gannon est tombé malade, mais nous ne saurons jamais si c'est vrai. Elle prévoit déjà ne pas le mettre à l'école le lendemain. On peut donc se poser la question, le meurtre était-il prémédité ? Ou Gannon était-il si effrayé et qu'il en a eu des maux de ventre violents ? Le lendemain, vers 8h18, Laetitia envoie une photo de Gannon en train de dormir à Hal.
Laetitia verrouille son téléphone à 9h56 et le laisse à la maison, ce qui, d'après le rapport d'enquête, est extrêmement inhabituel car elle est connue pour l'intense utilisation de son téléphone. Laetitia et Gannon partent à 10h12 faire des courses dans la Nissan Frontier d'Halle. Ils se rendent à Petco, un magasin pour animaux. Laetitia est filmée par les caméras de vidéosurveillance faire des achats à 11h22. Puis pendant 2 heures, leurs activités sont inconnues. À 13h22, Laetitia est filmée à nouveau dans le même magasin faire d'autres achats. À 13h43, utilisant le téléphone de Gannon, quelqu'un fait une recherche Google. Mon parent peut-il trouver mon téléphone s'il est éteint ? Je dis quelqu'un car d'après les enquêteurs, ce n'est pas Gannon qui a effectué cette recherche. Je m'explique. La typographie de la phrase est importante ici. Vous notez le point entre le téléphone et s'il ? C'est une erreur typographique. Le téléphone de Laetitia ayant été saisi par les autorités, ils ont pu vérifier son historique. Et il s'avère que c'est une erreur que fait très souvent la jeune femme. D'après les enquêteurs, Laetitia était peut-être en train de réfléchir à la manière dont elle allait se débarrasser du téléphone de Gannon après l'avoir assassiné. Le téléphone du jeune garçon ayant été retrouvé au domicile, il conclut que Laetitia ne s'est pas débarrassée du téléphone de Gannon de peur qu'il soit traçable. Laetitia et Gannon retournent au domicile à 14h22, dans l'hypothèse où l'on croit que Gannon soit rentré avec elle, ce qui semble probable d'après ses blessures et tout le sang retrouvé dans sa chambre. Laetitia déverrouille son téléphone à 14h45. Leïna rentre de l'école à 15h15. Laetitia lui dit que Gannon est malade, qu'elle ne peut pas le voir et qu'elle doit rester dehors pour jouer. On suppose que le meurtre de Gannon a eu lieu entre 14h22, heure de leur retour, et 15h15, heure du retour de Leïna. Le méfait accompli, elle fourre Gannon et ses draps tachés de sang dans une valise et met la valise dans le coffre de son Tiguan. Quand Leïna rentre de l'école, Laetitia refuse qu'elle ne voie son frère et l'envoie jouer dehors car elle avait vraisemblablement du ménage à faire et ne voulait pas être vue ou dérangée. D'ailleurs, la porte du sous-sol, équipée d'un détecteur de mouvement, enregistre une dizaine d'ouvertures de 15h à 17h, alors qu'en moyenne, les autres jours, cette porte n'est ouverte que 3 fois. Laetitia signale la disparition de Gannon à 18h55 sur la ligne d'urgence et à 19h02 sur la ligne non urgente. Quand on lui demande quel ami il a été voir ou quelles sont leurs adresses, Laetitia ne peut pas répondre. Le lendemain matin, elle se rend à l'aéroport, dépose sa voiture, loue une Kia Rio et récupère Halle avant de rentrer chez eux. Vraisemblablement, elle est obligée de louer une autre voiture pour éviter d'expliquer la présence d'une valise suspecte dans le coffre de la sienne. Imaginez la scène. Halle, de retour après 2 semaines hors de l'état, est récupéré à l'aéroport. Il a sûrement un sac de voyage ou une valise. On peut supposer que, comme tout le monde, il se serait dirigé vers le coffre de la voiture pour ranger ses affaires. Il serait alors tombé sur cette valise, qui n'a rien à faire là, et aurait posé des questions, voire l'aurait ouverte. Inenvisageable pour Laetitia. Puis dans la soirée, vers 20h30, Laetitia retourne au parking de l'aéroport et récupère sa Tiguan. Elle éteint son téléphone ou se met en mode avion. On sait qu'elle se rend près de County Line Road et de la route 105 et qu'elle y reste environ 2 heures. On suppose qu'elle s'est débarrassée de la valise contenant le corps de Gannon à ce moment-là. Quelques jours plus tard, elle utilise la voiture de location de sa sœur pour retourner sur les lieux. Les enquêteurs pensent que, du fait que Laetitia s'est débarrassée des restes de Gannon de nuit, elle était probablement nerveuse quant à l'endroit qu'elle avait choisi et ne se souvenait peut-être même pas exactement de l'endroit en question. Les enquêteurs pensent que le 31 janvier 2020, elle est retournée sur place pour examiner la zone de jour et que, vraisemblablement, elle s'est dit que le lieu ne convenait pas et qu'elle a alors récupéré la valise. Car en effet, souvenez-vous, le 1er février, Laetitia loue une camionnette et y charge quelques objets. Son demi-frère Dakota remarque qu'elle a du mal avec une valise très lourde, mais qu'elle dit pouvoir manipuler toute seule, car elle contient des affaires de softball. C'était en fait la valise où reposait Gannon. Quelle horreur. Le 3 février, Laetitia se débarrasse vraisemblablement de la valise en la jetant du pont Escambia. Comment aucune personne de sa famille ne s'en soit aperçue reste un mystère. Les procureurs suggèrent que l'accusée s'est glissée hors de la chambre d'hôtel où elle séjournait avec sa fille à Pensacola pour se débarrasser de la valise au milieu de la nuit, dans l'espoir qu'il soit emporté dans le golfe du Mexique. Je me demande si Harley s'est rendu compte qu'une valise manquait à l'appel le lendemain. La suite, on la connaît. Durant le procès, les témoins de l'accusation se relaient à la barre pour raconter leur histoire.
Nicole Mobley, une ancienne voisine des Stauch, témoigne que Laetitia a tenté de la payer pour qu'elle mente aux forces de l'ordre en disant qu'elle avait vu quelqu'un enlever Gannon. Dakota, son demi-frère, affirme qu'il a vu l'accusé mettre la valise, dans laquelle le corps de Gannon a été retrouvé plus tard, dans sa camionnette le 1er février 2020. Il dit qu'il a senti que quelque chose n'allait pas avec cette valise. Harley, la fille de Laetitia, témoigne également. Elle affirme qu'elle ignorait que sa mère avait tué Gannon, qu'elle la maltraitait et qu'elle se sentait manipulée par sa mère depuis de nombreuses années. Le dernier témoin de l'accusation, Kevin Clark, complète son témoignage en examinant les recherches effectuées sur Google à partir du téléphone de l'accusé avant son arrestation. Cacher l'adresse IP. Besoin d'une fausse carte d'identité, légale. Plusieurs recherches contenant des greffes de visage ou la chirurgie plastique. Que font-ils lorsqu'ils trouvent un corps dans un autre état? Combien de temps faut-il pour qu'un corps commence à se décomposer dans un sac? Bon, on a compris, les preuves sont accablantes. Mais une question subsiste. Pourquoi? Pourquoi avoir tué Gannon? Un coup de sang à cause de la bougie? Les procureurs affirment que Laetitia a tué Gannon pour faire du mal à son mari, avec qui, on le sait, ça ne se passait plus très bien. Le juge déclare qu'il pense qu'elle était également motivée par la haine et la jalousie envers la mère de Gannon, Lenden Bullard. Le 8 mai 2023, après 5 semaines de procès, le jury rend son verdict. Le même jour, Laetitia Stauch est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, assortie d'une peine de 156 ans. Le juge Gregory Werner s'exprime, je cite. Le pire cauchemar d'un parent est de recevoir un appel téléphonique l'informant qu'il est arrivé quelque chose à son enfant. Ce cauchemar doit être encore pire lorsque les forces de l'ordre demandent non pas une photo de l'être aimé, mais plutôt des données ADN et dentaires. Lorsque vous prenez une vie, quelle que soit la manière dont vous le faites, vous modifiez à jamais l'avenir. Ni M. Stauch ni Mme Bullard ne verront jamais leur fils terminer ses études secondaires, vivre la joie et la douleur d'un premier amour ou se marier. Ils ne sauront jamais quel impact leur fils aurait pu avoir sur le monde s'il avait vécu jusqu'à l'âge adulte. Je ne peux pas imaginer la terreur et la confusion que Gannon a dû ressentir lors de ses derniers instants lorsqu'il a su que sa vie allait être prise par quelqu'un en qui il avait confiance. Je comprends l'allégation de troubles dissociatifs de l'identité. J'ai vu quelque chose qui y ressemble et j'ai vu des accusés souffrant de troubles schizophréniques. Je peux les comprendre. Ce que j'ai pu constater, c'est que l'état mental de la personne la pousse à agir d'une certaine manière et elle est étonnée de ce qui s'est passé lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle a fait, ou alors elle n'a aucun souvenir des événements. Vous prétendez que c'est une autre personne qui a assassiné Gannon, mais à aucun moment dans les minutes, les heures et les jours qui ont suivi le meurtre, Laetitia s'est demandé « Pourquoi est-ce que je trimballe un corps dans mes bagages ?» Ce n'est tout simplement pas crédible. Je peux cependant dire sans hésitation que les faits dans cette affaire sont les plus horribles que j'ai jamais vus. Votre conduite dans cette affaire mérite la punition maximale que je puisse imposer en vertu de la loi du Colorado. Vous avez enlevé à Gannon tout ce qu'il était et tout ce qu'il aurait pu être. Et c'est ainsi que se termine la tragique histoire du meurtre de Gannon Stauch, 11 ans, par sa belle-mère Laetitia. Abonnez-vous!